Bon, bonsoir à tous. Ravie d'être ici pour cette belle conférence que j'ai prise en cours de route, mais j'ai appris beaucoup de choses déjà. Donc, un grand merci pour l'organisation et pour l'invitation. Alors moi, je vais vous parler d'un travail de recherche qu'on a mené avec mes deux co-auteurs, Maxime Bonelli, qui est à la London Business School, et François Derrien, qui est à HEC, sur justement un sujet qui a été évoqué plusieurs fois cet après-midi, qui est la responsabilité sociale des entreprises et l'investissement en actionnariat salarié. Et nous, ce qui nous intéresse dans ce papier de recherche, c'est est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que les salariés sont sensibles à la politique RSE de leur employeur lorsqu'ils investissent en actionnariat salarié? Et ça, c'est un sujet qui n'a jamais été étudié, à notre connaissance, et qui est effectivement assez important. Et on va voir, effectivement, la politique RSE peut être une incitation et une motivation. Alors, qu'est-ce qui motive les gens dans des entreprises à investir dans l'action de leur employeur? On a beaucoup parlé jusqu'ici, et je cite beaucoup de travaux, certains sont des travaux que vous avez pu écrire pour certains d'entre vous, les motivations financières qui sont essentielles. On est bien d'accord que la performance attendue de l'actionnariat salarié, on croit en la performance de son entreprise, ça c'est une motivation essentielle. La décote, l'abondement, tout ça joue un rôle très important. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est un facteur un peu différent, qui a été évoqué dans un travail académique fait par des Américains, un papier par Cohen, qui a été publié au Journal Finance, qui montre que peut-être la loyauté envers l'employeur peut être un facteur qui joue aussi dans la volonté d'investir dans son employeur. On peut être loyal à son employeur, on peut ressentir une forme d'attachement à son employeur qui va vous inciter à aller investir en actionnariat salarié. Alors la notion de loyauté, ce n'est pas une notion que les économistes appréhendent très facilement, comme vous pouvez imaginer. C'est plus facile de mesurer des incitations financières que de mesurer la loyauté vis-à-vis de l'employeur. Cohen a une manière très intelligente de le faire. En fait, il regarde des salariés qui travaillent dans des conglomérats et il regarde le degré de proximité par rapport à la maison mère. Et il montre que même sans aucune incitation financière, les gens qui sont proches de la maison mère investissent plus que les gens qui sont loin. Si vous êtes dans une filiale très très éloignée du centre de décision de l'entreprise, vous êtes moins incité, vous êtes peut-être moins proche finalement des décisions prises par les entreprises. Et donc il montre sur des entreprises américaines que ça joue. Alors nous, on a une manière un peu différente d'explorer ce sujet-là et on s'est dit que finalement, il y avait un sujet qui pouvait générer de la loyauté et on sait que ça a un impact, c'est la politique RSE de l'entreprise. Et on le sait parce qu'il y a déjà des travaux qui le montrent en matière d'emploi, qui montrent que les entreprises qui sont vertueuses sur le plan socialement responsable, elles attirent plus les employés, le taux de turnover est plus faible, et également les employés sont prêts à accepter des salaires inférieurs pour y travailler. Donc il y a un certain nombre de travaux qui le montrent dans différents pays. Donc la politique RSE de l'entreprise, elle joue sur l'engagement des salariés. Il y a d'ailleurs, on a vu aussi de l'activisme d'employés, notamment aux États-Unis, sur certains sujets environnementaux ou sociaux. Donc c'est quelque chose qui compte aujourd'hui pour les salariés. Donc ça nous a conduit à la question suivante, qui est celle qu'on traite dans ce papier. Est-ce que les employés sont sensibles à la politique RSE de l'entreprise lorsqu'ils investissent dans les plans d'actionnariat salarié? Alors, pour traiter cette question, on a utilisé effectivement les données de tenue de compte d'Amundi. On s'est concentré sur les grandes entreprises, je suis désolée, parce que c'est une des raisons, je sais que c'est très intéressant aussi dans les plus petites, mais on a beaucoup plus de données financières disponibles sur les grandes entreprises. Donc on a regardé 22 entreprises qui appartiennent au SBF 120. Et on a des données au niveau de l'individu pour environ 400 000 employés. Alors bon, je vous réexplique pas le fonctionnement de l'épargne salariale, vous le connaissez mieux que moi. Donc les gens choisissent dans quel fonds ils vont investir. Il y a un menu de fonds qui contient de l'actionnariat salarié dans les entreprises qu'on a considérées. Et nous, on va s'intéresser au mois d'introduction de fonds d'actionnariat salarié et on va s'intéresser à la décision d'investir dans ce fonds d'actionnariat salarié, ce nouveau fonds d'actionnariat salarié qui est proposé aux employés. Donc ça, c'est le dispositif et on va regarder si oui ou non ils investissent et quel montant ils investissent. Et alors, pour traiter notre question, il nous faut aussi un indicateur de politique RSE de l'entreprise. Et alors là, on a utilisé des données qui sont des données de controverse d'entreprise. On n'a pas voulu utiliser des ratings, parce que les ratings, ils fluctuent à très faible fréquence. Il y a des révisions annuelles et puis parfois un peu en retard. On a utilisé une base de données qui est la base de RepRisk, qui s'intéresse aux controverses sur les entreprises. Donc, c'est les mauvaises nouvelles qui
tombe dans la presse sur une entreprise. Parce qu'il y a une controverse sur un sujet donné. Alors, vrai ou faux, hein, c'est pas forcément quelque chose qui est toujours avéré. Parfois, il y a des démentis. Mais voilà un exemple de controverse. Là, on a pris l'entreprise Ferrero. Vous avez dû voir passer ça dans la presse. Est-ce que le Nutella est fabriqué avec des noisettes ramassées par des enfants? Donc, voilà un exemple de controverse qui concerne les droits humains, le travail des enfants, et qui a impacté une entreprise. Alors, on a, grâce à cette base de données, 28 sujets de controverse qu'on peut classer en des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Sur l'environnement, on a par exemple la pollution. Sur les sujets sociaux, on a par exemple les questions de discrimination d'emploi. Sur la gouvernance, par exemple, la rémunération des dirigeants. Et puis, notre méthode d'identification, alors je ne vais pas passer trop longtemps là-dessus, mais c'est des régressions en panel où en fait on va regarder comment la décision d'investir, hein, qui est la variable de gauche là, dans l'équation que j'ai indiquée, est impactée par le nombre d'incidents. On regarde le nombre d'incidents ESG par catégorie. En fait, on va regarder le E, le S, le G. On va se focaliser notamment sur les questions environnementales et sociales qui sont très importantes. On va ajouter des contrôles qui sont des caractéristiques de l'entreprise qui varient dans le temps, sur les menus de fonds qui sont employés, et puis des effets fixes, individus, firmes et temporels, pour notamment tenir compte, ce qui est très important, c'est qu'on va comparer un individu dans le temps, comment il change sa décision d'investir en actionnariat salarié en fonction de l'évolution de la politique RSE de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve que la politique RSE a un gros impact sur les décisions d'investir du salarié. Lorsqu'il y a eu au moins une mauvaise nouvelle sur les 12 derniers mois, la propension à investir, elle diminue de 26%. Et lorsqu'on a eu un doublement du nombre d'incidents, on peut estimer qu'on a une baisse de la propension à investir de l'ordre de 15%. Et si on regarde les montants investis, c'est en moyenne de 320 €. Alors, comment on interprète ça ? Quand on présente ces résultats, souvent les gens nous disent « Oui, très bien, les gens investissent moins quand il y a des mauvaises nouvelles RSE, mais c'est pour des raisons financières. » En fait, ils anticipent que la mauvaise nouvelle environnementale ou sociale va avoir un impact négatif sur la performance de l'entreprise, et c'est la raison pour laquelle ils investissent moins. Alors, on a testé tous ces mécanismes-là, et en fait, on pense que ce n'est pas la raison. La raison pour laquelle on pense ça, c'est que en fait, les impacts de ce type de controverse existent à court terme. Il y a un impact à court terme sur la performance qui n'est pas très élevé. Mais les gens sont bloqués 5 ans. Donc, alors, vous pouvez imaginer qu'ils extrapolent que cette performance négative va durer très longtemps. En réalité, à 5 ans, il y a vraiment zéro impact, quoi. Donc, on pense qu'il y a une autre interprétation et on est allé creuser un peu plus dans les détails en regardant d'où venaient les faits. Et quand on décompose sur les différentes composantes de la politique RSE, on s'aperçoit qu'en fait cet effet vient de la politique sociale. Et ce qui fait réagir les salariés, ce sont les nouvelles sur la dimension sociale de la RSE et notamment sur la dimension qui concerne les conditions de travail. Donc, il y a un type de nouvelles particulier qui les fait réagir et qui, d'ailleurs, au passage, ne sont pas les nouvelles qui font le plus réagir les marchés financiers. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui, d'ailleurs, pose la question, les salariés actionnaires ne sont pas des actionnaires comme les autres. Ils ont une réaction un peu différente. C'est normal, ils travaillent dans l'entreprise, donc ils ont une perception différente des choses. Parce que quand on regarde comment les actionnaires externes réagissent aux nouvelles RSE, il y a un certain nombre de travaux qui montrent, notamment les investisseurs institutionnels, qui réagissent beaucoup aux politiques climatiques et à tout ce qui concerne les nouvelles environnementales. Ici, c'est un type de nouvelles sociales qui les impacte le plus. Alors, ça nous conduit à l'interprétation qui est en fait le résultat du papier. Donc, finalement, qu'est-ce qui motive les salariés? Donc, au-delà des motivations financières qui existent, on n'est pas du tout en train de les nier. Au contraire, là, on est en train de montrer un effet additionnel au-delà des incitations financières qui peuvent exister. Et donc, on parle effectivement d'altruisme paroissial, on peut l'appeler comme ça, qui est une notion qui a été mise en évidence alors en écologie, dans les sciences humaines, etc., qui consiste à dire qu'on est altruiste, mais envers un groupe de gens qu'on connaît bien, envers nos collègues. Donc c'est une forme d'altruisme qui est assez différente de l'altruisme peut-être complètement générale qu'on pourrait avoir. Par exemple, la politique de l'entreprise s'adresse
à l'intégralité de la planète. Hein. Les droits des enfants, quand c'est une filiale, enfin c'est même pas une filiale en général, c'est un sous-traitant basé au Bangladesh, ça c'est de l'altruisme, on va dire, universel. Et puis il y a une forme d'altruisme un peu plus resserrée qui consiste à être altruiste envers les gens qu'on connaît, ses collègues, les gens avec qui on travaille. Et donc on s'intéresse aux conditions de travail qui sont proches de soi. Donc c'est un peu la manière dont on interprète les résultats. Donc, je terminerai là-dessus. Donc, je pense que s'il y a une implication des résultats de ce travail, c'est pour dire qu'en fait, la politique RSE de l'entreprise est très importante, et je pense que vous en étiez déjà convaincus. Mais la seule chose qu'on montre dans ce papier, c'est que c'est très important aussi. Donc, on avait vu, c'était important pour les politiques d'emploi, etc. Mais c'est aussi important pour la décision d'investir en actionnariat salarié, parce que ça peut être, ça peut avoir un effet motivant ou un effet de frein quand elle est moins bonne. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Donc, on va en profiter pour voir s'il y a des questions dans la salle. Si on a... Ah oui. Non, mais je n'ai pas besoin de micro. Je veux juste savoir si, qu'est-ce qu'il vous faut pour étendre ça sur le non-côté et les plus petites sociétés. Combien de données? Non, c'est faisable. Pas avec la même richesse de caractéristiques. Il faut regarder. Sur les caractéristiques d'entreprise, on en a un certain nombre. Sur les données reprises, qu'il faut regarder plus précisément, parce que toutes ces bases de données sur les données RSE, elles sont beaucoup plus riches sur le côté que sur le non-côté. Il y a des choses, mais il n'y a pas forcément tout. Donc il faudrait que je vérifie pour répondre précisément à votre question. CSRD qui arrive pour toute société qui fait plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes quoi vous amuser? Oui. Non, je pense qu'effectivement, ça va être faisable. Ça vous intéresse sur le non-côté en particulier? Ouais. Non, la RSE sur le non-côté, ça commence à devenir un gros sujet dans l'équipe. Là, j'ai quelqu'un qui travaille justement sur Private Equity RSE. Et c'est un super sujet. On en reparle. Ok. Bonjour à tous. Moustapha Chir, Université de Grenoble. J'ai une petite question sur le sens de la causalité. Oui. Est-ce que vous pouvez analyser si l'actionnariat salarié influence la performance sociale de l'entreprise ou sociétale de l'entreprise? Alors non, ça, on n'a pas du tout regardé. Oui. Non, on ne regarde pas si la décision d'investir, ça... donc si le fait qu'il y ait un engouement pour l'actionnariat salarié, ça a un impact, c'est ça votre question, sur la performance RSE de l'entreprise? Les salariés influencent l'entreprise d'un point de vue social et qui poussent son entreprise à investir sur le capital. Oui, cette causalité-là, elle est très difficile à prouver. Il nous faudrait des entreprises qui n'ont pas mis en place d'actionnariat salarié et pouvoir comparer des entreprises avec et sans actionnariat salarié. Là, on est au sein d'entreprises qui ont de l'actionnariat salarié, on s'intéresse au comportement de l'employé. Donc, vous avez une ambition beaucoup plus large que ce qu'on fait ici dans le papier. Donc, la réponse est malheureusement non. Ouais. Monsieur, nous voyons des entreprises qui permettent aux salariés de flécher son investissement sur des initiatives ESG. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais l'argent du salarié peut aller directement sur des initiatives dans le domaine de l'emploi. Oui, alors ça, par contre, on a un autre papier de recherche qui s'intéresse, là encore, toujours sur le choix du salarié, à la décision d'investir sur des fonds socialement responsables. Et notamment, on a un papier qui montre que, alors ça n'a rien à voir avec l'actionnariat salarié, mais par exemple, les fonds solidaires ont un impact très fort, par exemple, sur la participation en action des salariés. Donc, les gens ont du mal à investir en actions, à part l'actionnariat salarié, mais dans les fonds actions diversifiés, c'est difficile. Mais le fait d'offrir des fonds actions solidaires les pousse à aller mettre un peu plus d'actions. Et ça, c'est un résultat assez intéressant aussi. Donc, l'offre de fonds qu'on propose est très importante, le choix de fonds. Ah, sur l'ESG. Oui. Oui. Sur des initiatives ESG de l'entreprise. Ok, oui, j'avais pas compris votre question. Oui, d'accord. C'est intéressant. Ouais. Il peut investir ses droits de vote s'il détient un pourcentage assez élevé du capital. Oui. S'il dépasse 3%, il peut profiter d'une représentation au conseil d'administration et donc il peut infléchir ses sujets RSE et CG. Donc il y a d'autres leviers d'action, peut-être relais d'influence liés à l'actionnariat salarié et au niveau d'investissement dans le capital.
par les salariés. Oui, ah oui, non, je nie pas qu'il y a un mécanisme. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas le tester avec ce qu'on a, les données telles qu'on les a examinées là. Mais effectivement, c'est potentiellement un mécanisme important. Ouais. Bien, ben merci beaucoup. Ah, encore une question, allez-y. Thank you, Maggie. I can speak in English. Okay, yes. I think it's interesting for the question here because we believe that when the employee they own the shares, they are actively try to improve the share like policy, right? But then now the question is like whether the share level of the company affects on the investment decision of the employee. Mm-hmm. And I think it's interesting if you can like control for because like we have the variable remuneration. Mm-hmm. So sometimes it's not employees themselves to decide to invest or not, but they have to because the variable part of their income is the shares, and the company pay them by the shares. And the second thing is because like the first. It should be impact on their first decision only. The first investment, because the company they can have the policy normally. Like when we do research, we see that the company they have the employee share ownership programs since 20 years, for example. So every year they have during the last 20 years. So the employees will do investment like every year. Mm. So what decision they impact on? Because like they might do it last year, this year, and ongoing to do that. So how can we know that really the level of share effect on their decision? If you can distinguish that they do it for the first time, and we can prove it like really better. So on your two questions, on the variable remuneration, it's not mandatory to invest it in employer stocks. So, I mean, people decide how they invest their variable remuneration. So here we'll also look and we control for the times when people receive variable remuneration. And it's true that they invest more during these times because they have fresh money to invest, and for sure they invest more during these times, and we control for that. On your other questions, I don't think it's the first time you're offered employer stock that matters. And what we're testing here is really on the dynamics, right? You are offered several times, year after year, you are offered a new fund. And we look at the differences through time in your appetite to invest in employer stock. And that's really these dynamics that we find interesting because that allows us to estimate how much do the ESG controversies affect the willingness to invest. So I don't think the first time to invest is necessarily more important than others, if I understood correctly your question. But thank you very much.